Ceci est la suite du témoignage de la présumée victime Mia, qui témoigne sous pseudonyme ****. Il y a beaucoup à analyser concernant son témoignage direct et son contre-interrogatoire par la défense. Souvenez-vous, hier, elle a affirmé avoir été *** agressée verbalement, physiquement et sexuellement par Sean Combs ****. Cela pourrait relever du *** travail forcé *** en tant que crime sous-jacent dans l'accusation de *** racketeering *** association de malfaiteurs. Rappelez-vous que les procureurs doivent prouver *** au moins 2 crimes sous-jacents * pour établir un cas de racketeering, et le travail forcé est l'un d'eux. Je pense également que son témoignage contribue à démontrer *** un schéma d'activité criminelle ***, ce qui est essentiel pour l'accusation de racketeering. Tu crois connaître l'affaire? Accroche-toi. Parce que ce matin, dans une salle d'audience glaciale de Manhattan, la vérité a claqué comme une gifle. Pourquoi? Parce qu'une femme connue seulement sous le pseudonyme de Mia a brisé un silence qui couvrait près d'une décennie. Elle n'est pas arrivée les mains vides. Disques durs, relevés bancaires, vidéos, enregistrements audio. Tout est allégué, mais chaque mot suinte la peur, la colère et l'envie brûlante de justice. Elle dit « Je refuse de me taire une seconde de plus ». Et d'un coup, l'empire Combs vacille. Mais voici la vraie question. Sean Diddy Combs est-il vraiment le cerveau? Ou n'est-il qu'un pion sacrifiable sur l'échiquier d'une femme encore plus redoutable, Janice Combs, sa propre mère? Celle que le public imaginait grand-mère bienveillante, celle qui, d'après Mia, tirait les ficelles depuis l'ombre. Pas une simple mère protectrice, mais la stratège froide qui aurait façonné Diddy dès l'adolescence, broyant toute ligne morale pour bâtir un royaume fondé sur la violence, le sexe tarifé et l'intimidation. Le juge n'a pas eu le temps de reprendre son souffle. Mia a parlé, sa voix tremblante mais implacable. Ils ont transformé des filles en marchandises. Janice les cataloguait comme des articles d'entrepôt. On pourrait croire à un mauvais film si la salle n'était pas remplie d'agents fédéraux, de journalistes, de familles qui retenaient leur souffle. D'un geste lent, Mia a brandi une clé USB. Le silence est devenu électrique. Elle a murmuré. Ici, vous entendrez Janice dire. Ne laisse personne découvrir le sous-sol. S'il y a une fuite, je m'en occupe. Zéro pitié. Sous-sol. 2 syllabes qui glacent. Parce que, d'après ce témoignage, sous la somptueuse villa Combs se cache un labyrinthe de béton où des dizaines de jeunes femmes auraient été confinées. Nourriture rationnée. Lumière rarissime. Caméra dans chaque coin. Les filles, rebaptisées par des numéros, attendaient qu'une porte s'ouvre, qu'on les amène à une « soirée », celle que le monde people appelait innocemment freak-offs. Là, l'alcool coulait, la musique tonnait, les VIP alignaient les billets. Eux voyaient la fête, les filles vivaient l'enfer. Toujours selon Mia, Janice observait tout, carnet en main, calibrant qui plairait à quel magnate, qui rapporterait le plus gros contrat. Flashback. Année 90. Janice dirige déjà une agence de mannequins supposément chic. Casting glamour, studio lumineux, façade soigneusement vernie. En coulisses, un circuit de call girl haut de gamme, si l'on en croit Mia et d'autres témoins fugitifs. Les recrues, adolescents rêvant de célébrité, assistantes stagiaires fauchées, danseuses persuadées de décrocher un clip. Plus c'est vulnérable, plus c'est malléable. Elle avait l'œil, confie Mia. Elle flairait le désespoir comme un requin sans le sang. Revenons en 2025. Dans la salle d'audience, ce n'est plus le glorieux producteur qui intéresse le procureur, c'est le lien mère-fils. On entend des extraits d'appels nocturnes. Janice félicite Diddy d'avoir sécurisé la fille idéale pour conclure le deal de Vegas. Diddy rit. On distingue le cliquetis de verre. Puis, la voix de Janice devient glaciale. Si elle flanche, tu sais quoi faire. Tout est allégué, mais chaque seconde de l'enregistrement laisse flotter un parfum de menace. Un murmure parcourt les rangs. Et si Diddy n'avait jamais eu le choix? Peut-être. Ou peut-être jouait-il ce rôle depuis si longtemps qu'il s'y est fondu. La ligne est floue. Mia, elle, n'a plus aucun doute, il exécutait. Elle décidait. Le procureur interroge. Pourquoi avez-vous gardé ces preuves? Mia baisse les yeux. Parce que la peur me tenait en laisse. Elle raconte les nuits où Janice descendait elle-même dans le sous-sol. Pas un mot plus haut que l'autre. Juste ce regard qui faisait geler le sang. Elle choisissait une fille,
dit Mia. Elle l'appelait par son numéro. Un garde arrivait. Coup de sifflet. Et la porte se refermait derrière elle. Dans le public, certains détournent les yeux. D'autres prennent des notes frénétiquement, conscients que chaque phrase peut déclencher un tsunami médiatique. Didi, cravate sombre, masque impassible, fixe le sol. Impossible de savoir s'il est furieux, brisé ou simplement stratégique. Janice, elle, n'est pas présente. Officiellement malade. La rumeur dit qu'elle se terre dans une suite gardée par 3 gardes du corps, téléphone vissé à l'oreille, prête à retourner la table si son nom s'imprime en une. Le juge ordonne la diffusion d'un extrait vidéo. L'écran s'allume. Ambiance tamisée, néon violet. On voit Janice, silhouette droite, donner des directives. On voit des employés transporter des caisses marquées « matériel événementiel ». On croit deviner de l'oxyde nitreux, des flacons d'adrénaline, des rangées de préservatifs. Tout est allégué. Mais l'atmosphère pue la combine. Coupé. Silence religieux. Les avocats de la défense se lèvent d'un bond. Objection, bavardage juridique, tentative de discréditer Mia. Elle cherche l'argent. Elle veut se venger. Le procureur réplique, les enregistrements parlent. Le juge tranche, on continue. Et la salle retient son souffle. Mia évoque un autre dossier, un tableur chiffré, 5 sociétés d'écran gravitant autour du label musical de Didi. Fashion, événementiel, production audio. Des millions circulent, s'évanouissent, réapparaissent sous forme d'honoraires, de cadeaux, de voyages corporate. Mia insiste, chaque virement camouflait la location d'une fille, la faveur d'un sénateur ou l'achat du silence d'un employé. L'avocat de Didi se penche, chuchote, son client serre les poings. Mia poursuit, Janice appelait ça de la stratégie, moi j'appelais ça de la traite humaine. Tout est allégué, mais la salle frémit. Le juge ajuste ses lunettes. Les jurés se figent. Puis viennent les noms-codes. Client 27, invité Z, requin, ministre. Mia ne prononce pas les vrais noms. La loi la protège, la crainte la retient. Pourtant, chacun comprend. Ces initiales appartiennent à des piliers de Hollywood, de la Silicon Valley, de la Chambre des représentants. Les flashs d'appareils photo crépitent. Les journalistes savent déjà que la moindre fuite pulvérisera des carrières en prime time. Hut. Flashback. Une nuit étouffante de 2019. Mia, alors assistante de confiance, se voit confier la garde d'un téléphone G-Black avec seule consigne. Sauvegarde tout. Zéro cloud. Elle obéit. Mais chaque note vocale s'imprime dans son esprit. Un jour, elle copie tout sur un disque externe. Non par héroïsme, par instinct de survie. Si je disparaissais, confie-t-elle d'une voix cassée, je voulais que quelqu'un sache qui me l'avait fait. Elle raconte sa propre descente aux enfers. Les propositions soi-disant promotionnelles assurent une présence lors du week-end VIP, comprenez, veillez à ce que 2 adolescentes maquillées en top modèle restent aimables. L'angoisse de Mia grimpe, mais la spirale l'aspire. Janice la félicite, t'as le sens des affaires, ma fille. Compliment venimeux. Rien n'est gratuit dans cet univers. Rebondissement. La défense brandit un SMS où Mia paraît négocier un cachet pour un livre témoignage. Tentative de la discréditer. Pourtant, le procureur rappelle, réfléchissez au contexte. Le seul moyen de sauver sa peau, stocker des preuves, prévoir une sortie. Est-ce opportuniste ou une bouée de sauvetage? La question plane. La tension monte encore lorsque le juge autorise la lecture d'un mémo audio. On y entend Janice susurrer, offre-lui la petite rousse pour son anniversaire. Il paiera le double. La phrase, crue, résonne comme un coup de feu. Didi répond d'un rire court. Puis, t'inquiète, c'est réglé. Tout est allégué, mais l'image colle à la peau des 2 accusés. Un murmure parcourt la salle. Et maintenant? Quelle institution va oser digérer ça? Quel sponsor va rester? Quelles carrières vont imploser? Personne ne bouge, chacun digère la chute d'une dynastie qui se croyait intouchable. Et pourtant, derrière ce fracas, la question ultime persiste. Didi peut-il encore plaider l'ignorance? Mia affirme qu'il était disciple avant d'être tyran. Janice aurait sculpté sa morale comme on taille une statue, éliminant toute pitié. Il l'appelait marraine,
ma patronne. Sans elle, il n'osait pas respirer. Mais un doute insidieux s'insinue. Si Janice a vraiment bâti ce système, pourquoi Didi ne s'est-il jamais rebellé? Peut-on parler d'emprise quand l'argent coule à flot, quand les jets privés décollent, quand les trophées s'entassent? Ou parle-t-on simplement de deux prédateurs qui se renforcent mutuellement? La frontière entre victime et complice devient une brume épaisse. Mia, d'une voix éraillée, décrit la nuit où elle a tenté de libérer Anna, une détenue du sous-sol. Elle tremblait, se souvient-elle. 15 ans. Mia ouvre la porte. Sirène d'alarme. Dans le couloir, Janice apparaît comme un spectre, cheveux tirés, regard brûlant. « Tu veux signer ton arrêt de mort » a-t-elle chuchoté. Mia a reculé, glacée. « Je me suis détestée » dit-elle. « Mais j'ai compris que je devais survivre pour témoigner. » Le juge interrompt. « Nous allons lever la séance. » Personne ne bouge, comme si quitter la salle risquait de faire exploser les murs. Mia descend du banc, les jambes flageolantes. Dans le public, quelques femmes la fixent, larmes à l'œil. Peut-être d'anciennes victimes, peut-être des mères qui imaginent leur propre fille dans ce sous-sol. Extérieure nuit, Manhattan vrombit, mais autour du tribunal, un silence de morgue règne. Les chaînes d'infos installent leurs projecteurs. Commentaires fébriles, théories en cascade, hashtag en feu. Les avocats sortent sous escorte. Didi disparaît dans une berline aux vitres teintées. Les caméras espèrent l'apercevoir. Rien. Juste ce reflet de flash sur la carrosserie, symbole d'une star devenue symbole de l'opprobre. Et Janice? Invisible. Pourtant, sa présence écrase la ville comme une ombre. Quelques rumeurs. Le FBI aurait demandé un mandat d'arrêt. D'autres prétendent qu'elle négocie sa reddition contre immunité partielle. Tout est allégué, évidemment. Mais une chose est sûre, personne ne dort cette nuit-là. Le lendemain, file d'attente pour entrer dans la salle d'audience. On entend les gens chuchoter. Tu crois qu'elle va balancer la liste des clients? S'il y a des sénateurs, ça va sauter. Hollywood va brûler. La paranoïa s'insinue. Des équipes de sécurité ratissent les couloirs. On fouille chaque sac. On craint la panique, ou pire, le silence acheté au prix du sang. À l'intérieur, Mia reprend. Cette fois, elle dévoile un tableur projeté sur écran géant. Colonnes colorées, VIP A, VIP B, montant du cadeau, durée du service, bonus éventuel. Le public étouffe un cri. On voit des chiffres de 8-0. Mia pointe une ligne. Celle-là, une jeune danseuse de 17 ans. 3 semaines. Elle n'est jamais revenue. Tout est allégué. Mais dans la salle, on sent les murs respirer la honte collective. Le procureur, visage fermé, pourquoi ne pas citer les noms? Mia répond, parce que je tiens à la vie. Applaudissements étouffés, aussitôt ramenés à l'ordre. Le juge darde un regard dur, la cour n'est pas une arène. Mais le peuple est déjà debout, émotion à fleur de peau. Et toi, spectateur, que ressens-tu? Indignation ou fascination? Tu te demandes, comment ont-ils gardé ça secret si longtemps? Peut-être parce que le secret, nourri d'argent et de peur, pousse des racines plus solides que l'érable le plus vieux. Peut-être parce que les monstres portent des masques de bienfaisance, distribuent des bourses scolaires, s'associent à des ONG, sponsorisent des défilés caritatifs. La bonté publique comme paravent pour l'horreur privée. Flashback final. L'enfance de Didi. Harlem, petits appartements, mère protectrice après la mort violente du père. Janice se jure de forger un fils invincible. Le succès arrive, la tentation aussi. L'argent, c'est un langage qu'elle maîtrise. Elle inculque à Didi que tout est négociable. Corps, amitié, loyauté. D'après Mia, ce credo devient leur loi familiale. La compassion est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Retour au présent. La juge convoque une prochaine audience pour débattre des charges de racket, de traite d'êtres humains, d'association de malfaiteurs. 2 crimes de base suffisent à caractériser le racket. On en évoque déjà une douzaine. Chaque chef d'inculpation pourrait valoir des décennies de prison. Didi garde la tête droite, mais son regard se vide. On lit la panique dans ce petit tic à la commissure des lèvres. Sa fortune colossale vacille. Des partenaires le lâchent.
Des plateformes retirent ces albums des playlists officielles. L'empire médiatique a trouvé plus fort, la rage d'un public qui refuse d'être complice. La séance se clôt. Mia sort, escortée, visage pâle mais résolu. « Je ne suis plus leur pion », souffle-t-elle. Elle sait que la route sera longue. Processus fédéral, appel, pression, menace. Mais la digue a cédé. Alors, que va-t-il se passer? Janice se rendra-t-elle? Didi coupera-t-il un accord pour sauver sa peau? Les VIP anonymes seront-ils démasqués? Et surtout, combien d'autres Mia oseront enfin parler? Tout est encore allégué, bien sûr. Mais les fissures s'élargissent. L'empire tremble. Et quand un colosse chancelle, la poussière peut étouffer toute une industrie. Reste attentif. Parce qu'à chaque minute qui passe, une nouvelle pièce du puzzle s'abat. Et la question, désormais, n'est plus de savoir si les Combs tomberont. La vraie question, c'est qui sera entraîné dans leur CH.